Chapitre 7. Demain, nous disparaîtrons dans l'inconnu. Je ne vais pas ennuyer les destinataires de ce récit avec la description de notre luxueuse croisière sur le paquebot, ni avec notre séjour à Para. Cependant, je tiens à remercier la compagnie Pereira da Pinta pour son aide à la récupération de notre matériel. Aussi, qu'il me soit permis de faire une brève allusion à notre voyage sur le large fleuve, tandis que nous remontions un courant paresseux aux couleurs argileuses, dans un vapeur bien plus modeste que le navire sur lequel nous avions traversé l'Atlantique. Après quoi, nous avons franchi la passe d'Obidos pour finalement atteindre la ville de Manaus. Là, le représentant de la British and Brazilian Trading Company, Mr. Shortman, nous a épargné la sinistre auberge locale. Nous avons séjourné dans son accueillante fazenda, jusqu'au jour où nous avons été en droit d'ouvrir la lettre d'instruction que le professeur Challenger nous avait remise. Avant d'en arriver aux surprenants événements de cette journée, je voudrais brosser un portrait plus net de mes compagnons d'aventure et des collaborateurs que nous avons récupérés en Amérique du Sud. Je m'exprime en toute liberté, Mr. McArdle, et je m'en remets à votre discrétion pour faire bon usage de mes écrits, puisque ce compte-rendu doit passer entre vos mains avant de devenir public. Les découvertes scientifiques du professeur Summerlee sont trop célèbres pour se donner la peine de les citer. Il est plus apte à ce genre de rude expédition qu'il n'y paraît. Sa longue silhouette décharnée, presque filiforme, est insensible à la fatigue, et son caractère sec, porté sur l'ironie et souvent déplaisant, est imperméable à tout ce qui l'entoure. Malgré ses 66 ans, je ne l'ai jamais entendu se plaindre des diverses épreuves que nous avons endurées. J'avais considéré sa présence comme un handicap, mais je suis maintenant persuadé que son endurance vaut largement la mienne. Il est d'un naturel caustique et sceptique. Depuis le début, il n'a jamais caché sa conviction que le professeur Challenger était un escroc, que nous étions embarqués dans une quête insensée et que seule la déception et le danger nous attendaient en Amérique du Sud, sans compter le ridicule inévitable en Angleterre. De Southampton à Manaus, il nous a rebattu les oreilles de ses idées, avec maintes contorsions passionnées de son mince visage et force agitation de barbiche belliqueuse. À notre descente du bateau, il trouva consolation dans la beauté et la variété des insectes et des oiseaux qui foisonnent, car il est entièrement dévoué à la science. Il passait ses journées à déambuler dans la forêt, armé de son fusil et d'un filet à papillons, et il occupait ses nuits à classer les nombreux spécimens qu'il attrapait. L'inventaire de ses petites manies comprend une tenue négligée, une propreté douteuse, un esprit excessivement distrait et une courte pipe de bruyère qui semble faire partie de sa bouche. Dans sa jeunesse, il a participé à plusieurs expéditions scientifiques. Il était avec Robertson en Papouasie, et camper ou faire du canoë n'ont aucun secret pour lui. Par certains aspects, Lord John Roxton ressemble au professeur Summerlee, mais par d'autres, il est son opposé. Malgré ses 20 ans de moins, il possède cette même sécheresse physique, cette maigreur. Quant à son allure, je me souviens l'avoir décrite dans ce récit que j'ai laissé à Londres. Il porte un soin excessif à sa personne. Il est toujours vêtu de treillis blancs impeccables et de hautes bottes en cuir marron, et se rase au moins une fois par jour. Comme beaucoup d'hommes d'action, il est avare de paroles et reste souvent plongé dans ses pensées, mais il est prompt à répondre aux questions ou à se joindre aux conversations, avec cette curieuse façon de parler, saccadée, presque comique. Sa connaissance du monde, et tout particulièrement de l'Amérique du Sud, est surprenante. Il croit dur comme fer aux perspectives ouvertes par notre voyage, et les sarcasmes du professeur Summerlee n'entament pas son enthousiasme. Il s'exprime calmement, avec douceur, mais au fond de ses yeux bleus pétillants rôdent une fureur dévastatrice et une volonté implacable, d'autant plus dangereuse qu'elles sont maîtrisées. Il ne s'est guère étendu sur ce qu'il a fait au Brésil et au Pérou, mais je fus stupéfait de voir l'excitation causée par sa présence chez les indigènes qui vivent près du fleuve. Ils le considèrent comme leur champion et leur protecteur. Les exploits du chef rouge, comme il l'appelait, font désormais partie de leur légende, mais les faits réels, du peu que j'en ai appris, étaient vraiment incroyables. Des années auparavant, Lord John s'était retrouvé dans ce no man's land que forment les frontières mal définies du Pérou, du Brésil et de la Colombie. Cette zone immense est particulièrement riche en arbres à caoutchouc, et, tout comme au Congo, c'est une malédiction pour les indigènes dont le travail forcé peut être comparé à celui qu'ils effectuaient dans les mines d'argent du Darien, sous la colonisation espagnole. Une poignée de métis, des individus sans foi ni loi, tyrannisaient la région. Ils fournissaient des armes aux Indiens qui les soutenaient et réduisaient les autres à l'esclavage,
exerçant la terreur au moyen des tortures les plus cruelles pour les obliger à récolter le latex qui était ensuite acheminé sur le fleuve Para. Lord John Roxton plaida la cause de ces malheureux, mais il ne reçut que menaces et insultes pour sa peine. Alors il déclara ouvertement la guerre à Pedro Lopez, le chef des esclavagistes. Puis il engagea une bande d'esclaves en fuite, les équipa avec des armes et les mena au combat. Pour finir, il tua le tristement célèbre métis et démantela son réseau de trafiquants. Rien d'étonnant à ce que l'homme aux cheveux de feu, avec sa voix douce et ses manières décontractées, soit devenu un tel point de mire sur les rives du grand fleuve sud-américain. Mais les sentiments à son encontre étaient partagés, car la gratitude des indigènes était égale à la rancœur de ceux qui voulaient les exploiter. Cependant, son aventure précédente lui conférait un avantage non négligeable. Il parle couramment le lingua geral. 1/3 de portugais et 2/3 de langue indienne. C'est la langue utilisée sur tout le territoire brésilien. Comme je l'ai déjà dit, Lord Roxton est un sud-américomaniaque. Il ne peut pas dire un mot de cet immense pays sans y mettre de la passion. Une passion contagieuse, car, en dépit de mon ignorance, elle captait mon intérêt et stimulait ma curiosité. Comme je souhaiterais pouvoir rendre l'éclat de ses discours, un mélange original de profonde connaissance et d'imagination vive qui est un pur enchantement, si bien qu'en l'écoutant, le professeur finissait par perdre son cynisme et son sourire sceptique. Lord Roxton nous a conté l'histoire de ce fleuve exploré à la hâte par les premiers conquérants du Pérou, lorsqu'ils traversèrent le continent sur les eaux de ce géant, sans jamais découvrir ce qu'il cachait derrière ses rives en perpétuel changement. « Que trouve-t-on par là » s'écriait-il en pointant vers le nord. « La forêt, des marais, une jungle impénétrable. Qui sait ce qu'ils abritent? Et là-bas, au sud, une étendue sauvage de forêts marécageuses où jamais aucun homme blanc n'est allé. De tous côtés, nous sommes entourés par l'inconnu. Qu'est-ce qu'on connaît en dehors du chemin étroit tracé par le fleuve? Qui peut dire ce qui est possible dans un tel pays? Pourquoi le vieux Challenger n'aurait-il pas raison ?» Face à cette provocation directe, le professeur Summerlee reprenait son air buté et moqueur, et sans rien dire, entre deux bouffées de sa pipe de bruyère, il soulignait sa désapprobation d'un mouvement de tête excédé. J'en ai assez dit, pour le moment, sur mes 2 compagnons de race blanche. Nul doute qu'il y aura d'autres occasions pour exposer leur caractère et leurs limites, sans oublier les miens pour autant, au cours de cette histoire. Aussi, nous avons recruté des serviteurs qui pourraient bien jouer un rôle non négligeable par la suite. Le premier est un géant noir du nom de Zambo. C'est Hercule en noir, aussi dévoué qu'un cheval et à peu près aussi intelligent. Nous l'avons embauché à Para. Ce sont les gens de la compagnie de bateaux à vapeur qui nous l'ont recommandé. Il a appris à parler un anglais hésitant sur leur navire. À Para, nous avons aussi recruté Gomez et Manuel, 2 métis originaires de la région située en amont du fleuve. Ils viennent juste d'arriver avec un chargement de séquoia. Le teint sombre, barbu, féroce, ils sont vifs et souples comme des panthères. Tous 2 vivaient dans cette région que nous allons explorer, plus haut sur l'Amazone, et c'est pourquoi Lord Roxton a loué leur service. L'un d'eux, Gomez, possède l'avantage de parler un très bon anglais. Ces hommes voulaient bien servir de domestiques, cuisiner, ramer ou se rendre utiles de toutes les façons possibles pour un salaire de $15 par mois. En plus, nous avons engagé 3 Indiens Moros de Bolivie, qui sont les meilleurs pêcheurs et les constructeurs d'embarcations les plus habiles de toutes les tribus du fleuve. Nous appelons leur chef Moro, d'après le nom de sa tribu, et les 2 autres José et Fernando. 3 blancs, 2 métis, 1 noir et 3 indiens constituent l'effectif de cette petite expédition qui attend ses instructions à Manaus avant d'entamer son étrange quête. Enfin, après une semaine éprouvante, le jour et l'heure sont arrivés. Imaginez, baignant dans une semi-pénombre, le salon de la Fazenda Santo Ignacio, 3 kilomètres à l'intérieur des terres en partant de Manaus. Dehors, les nappes d'un jaune éclatant du soleil cuivré, striées par les ombres des palmiers, presque aussi noires que les arbres eux-mêmes. L'air était calme, rempli par le chant incessant des insectes, une symphonie tropicale jouée sur plusieurs tons, du paisible bourdonnement des abeilles à la frénésie des moustiques. Derrière la véranda s'étendait un petit jardin clairsemé, entouré d'une haie de cactus et décoré de buissons fleuris, où s'ébattaient de grands papillons bleus et les minuscules oiseaux-mouches qui voletaient et jaillissaient dans les raies de lumière scintillantes. Nous étions assis à l'intérieur, autour de la table en rotin sur laquelle était posée une enveloppe cachetée. Malgré l'écriture en dents de scie du professeur Challenger, on pouvait quand même lire ceci. Instruction à l'attention de Lord John Roxton et son équipe.
Cette lettre doit être ouverte à Manaus le 15 juillet à midi précise. Lord John posa sa montre sur la table à portée de main. « Il nous reste encore 7 minutes, dit-il. Le cher vieil homme est vraiment précis. » Le professeur Summerlee eut un sourire acide tandis qu'il saisissait l'enveloppe entre ses doigts maigres. « Qu'est-ce que ça peut bien faire si nous l'ouvrons maintenant ou dans 7 minutes ?» fit-il. « Tout ça fait partie du même genre de mise en scène stupide pour lequel, je regrette de le dire, notre auteur est célèbre. »« Oh, allons, nous devons respecter les règles du jeu, » dit Lord John. « C'est le spectacle du vieux Challenger, et nous sommes ici parce qu'il le veut bien. Alors ce serait vraiment de la tricherie si on ne suivait pas ses instructions à la lettre. » « Vous parlez d'une affaire, » s'écria le professeur avec amertume. « Déjà, je trouvais ça éminemment grotesque à Londres, mais je dois avouer que ça ne fait qu'empirer. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette enveloppe, mais à moins que ce soit quelque chose de décisif, j'ai bien envie de prendre le prochain bateau qui descend le fleuve et de gagner la Bolivie à Para. Après tout, j'ai des tâches à accomplir dans la vie qui sont autrement adultes que de courir partout afin de démystifier les vantardises d'un malade mental. Et maintenant, Roxton, je pense que c'est sûrement l'heure. »« L'heure, c'est l'heure, » dit Lord John. « Faites sonner la charge. » Il prit l'enveloppe et l'ouvrit d'un coup de canif. Il en retira une feuille de papier pliée en deux, qu'il ouvrit soigneusement avant de l'étaler sur la table. Elle était vierge. Il la retourna, à nouveau le papier blanc. Nous étions abasourdis. Personne ne disait mot. Le professeur Summerlee s'esclaffa. « Il a avoué !» s'écria-t-il. « Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Ce type reconnaît enfin qu'il est un charlatan. Tout ce qui nous reste à faire, c'est rentrer chez nous et dénoncer son imposture éhontée. » Je fis une suggestion. « De l'encre invisible ?» ?»« Ça m'étonnerait, » fit Lord Roxton, en présentant la feuille à la lumière. « Non, mon brave petit gars, ça ne sert à rien de se leurrer. Je mettrai ma tête à couper qu'il n'y a jamais rien eu d'écrit sur ce papier. »« Puis-je entrer ?» fit une voix tonitruante qui venait de la véranda. L'ombre d'une silhouette trapue dérobait le cœur de la flaque de soleil. Cette voix, cette monstrueuse carrure, nous bondîmes sur nos pieds en poussant des cris d'étonnement, tandis que Challenger, coiffé comme un enfant d'un canotier à ruban multicolore, les mains enfoncées dans les poches de sa vareuse, avançait discrètement sur la pointe des pieds avec ses chaussures de toile. Challenger était apparu comme par magie. Il redressa la tête et se tint là, dans la lumière dorée, sa barbe assyrienne cascadante avec insolence, le regard dominateur sous ses paupières tombantes. « J'ai bien peur, » dit-il en sortant sa montre, « d'avoir quelques minutes de retard. Quand je vous ai donné cette enveloppe, j'avoue que je n'avais pas la moindre intention de vous laisser l'ouvrir. Mon idée était de vous rejoindre avant l'heure fatidique. Je dois ce fâcheux contretemps à un pilote maladroit et à un banc de sable inopportun. Je regrette que mon collègue, le professeur Summerlee, en ait profité pour blasphémer. »« Je dois dire, monsieur, » dit Lord John, avec une certaine raideur dans la voix, « que votre arrivée nous soulage grandement, car tout laissait croire que notre mission allait finir en queue de poisson. Et même encore maintenant, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi vous avez tout arrangé de façon si extraordinaire. » Au lieu de répondre, le professeur Challenger pénétra dans la pièce, échangea une poignée de main avec moi et Lord John, s'inclina excessivement devant le professeur Summerlee, puis il se laissa tomber dans une chaise en osier qui grinça et plia sous son poids. « Est-ce que tout est prêt pour votre voyage ?» demanda-t-il. « Nous pouvons partir dès demain. »« C'est ce que vous allez faire. Vous n'avez plus besoin d'aucune indication cartographique, puisque vous bénéficiez de l'inestimable avantage de m'avoir pour guide. Depuis le début, j'avais pensé diriger votre exploration. Les meilleures cartes seront, vous en conviendrez, un maigre substitut pour mon intelligence et mes conseils. Et quant au petit tour que je vous ai joué avec l'enveloppe, il est évident que si je vous avais confié mes intentions, j'aurais subi maintes pressions pour voyager avec vous. »« Certainement pas venant de moi, monsieur !» s'exclama le professeur Summerlee avec ardeur. « Pas tant qu'il y aurait eu un autre navire voguant sur l'Atlantique !» Challenger écarta son objection d'un grand mouvement de sa main poilue. « Votre bon sens, j'en suis sûr, ne peut que se rallier à mon point de vue et conclure qu'il était préférable que je reste maître de mes mouvements et n'apparaisse qu'au moment précis où ma présence était nécessaire. Ce moment est enfin venu. Vous êtes entre de bonnes mains et ne risquez pas de manquer votre destination. À partir de maintenant, je prends la tête de cette expédition et je vous demande de finir vos préparatifs ce soir, car nous partirons tôt demain matin.
Mon temps est précieux, et le vôtre aussi, je suppose, quoique à un degré moindre. Donc, je propose que nous allions de l'avant sans tarder, jusqu'à ce que j'aie établi la preuve de ce que vous êtes venu observer. » Afin de remonter le fleuve, Lord John Roxton avait affrété une vedette à vapeur, l'Esmeralda. L'heure choisie pour l'expédition importait peu, car la température varie entre 24 et 33 degrés, hiver comme été, sans qu'on puisse remarquer la différence de chaleur. Pour l'humidité, il en va tout autrement. Du mois de décembre au mois de mai, c'est la saison des pluies, et durant cette époque, le fleuve est en crue régulière. Lentement, ses eaux montent d'une quinzaine de mètres. Il submerge les rives et forme de larges étangs qui envahissent de grandes portions de terrain, formant un immense marécage qu'on appelle le Gapeau, un endroit trop inondé pour la marche à pied, mais pas assez profond pour être navigable. Vers le mois de juin, le niveau de l'eau commence à baisser, pour atteindre son plus bas vers octobre et novembre. Ainsi, notre expédition avait lieu en pleine saison sèche, quand les conditions du fleuve et de ses affluents étaient plus ou moins normales. Le courant était plutôt faible, la déclivité ne dépassant pas 12 centimètres par kilomètre. C'est idéal pour la navigation, car le vent dominant souffle vers le sud-est, et les bateaux à voile peuvent remonter jusqu'à la frontière péruvienne, puis redescendre tranquillement avec le courant. Dans notre cas, les puissants moteurs de l'Esmeralda n'étaient pas affectés par le cours paresseux du fleuve, et nous avancions aussi vite que si nous fendions les eaux tranquilles d'un lac. Pendant 3 jours, nous avons remonté vers le nord-ouest un cours d'eau qui, même à cet endroit, à 1500 kilomètres de son embouchure, est si énorme que depuis le milieu, les rives semblent n'être que 2 lignes sombres bordant le ciel. 4 jours après avoir quitté Manaus, nous avons rejoint un affluent dont la taille plus réduite n'a pas cessé de diminuer. Finalement, nous avons atteint un village indien, et le professeur a insisté pour que nous y accostions, en renvoyant l'Esmeralda à Manaus. « Les rapides ne sont pas loin, dit-il, et nous ne pourrons pas utiliser le bateau. » Sur le ton de la confidence, il ajouta que nous abordions désormais le pays inconnu, et moins nous serions à connaître le secret, mieux ce serait. Dans cette optique, il fit prêter serment à chacun d'entre nous de ne jamais publier ni dire quoi que ce soit qui fournirait des indices précis sur nos endroits de passage, et les serviteurs durent promettre la même chose. Je suis donc tenu de rester vague dans mon récit, et je préviens mes lecteurs que, même si les cartes et dessins que je fournis montrent une disposition exacte des endroits les uns par rapport aux autres, les directions sont volontairement falsifiées et ne sauraient constituer un guide fiable pour voyager dans le pays. Quelles que soient les raisons du professeur Challenger pour garder le secret, nous n'avions d'autre choix que de respecter sa volonté, car il était prêt à abandonner tout le projet plutôt que revoir les conditions selon lesquelles il nous servirait de guide. Le 2 août, nous avons rompu notre dernier amarre avec le monde extérieur, en souhaitant bon voyage à l'Esmeralda. Depuis ce moment, 10 jours se sont écoulés durant lesquels nous avons acheté 2 larges canoës aux Indiens, fabriqués avec des matériaux si légers, des peaux de bêtes fixées sur une armature de bambou, qu'il nous sera possible de leur faire franchir n'importe quel obstacle. Nous y avons chargé tous nos bagages, et nous avons loué les services de 2 Indiens supplémentaires pour nous aider à pagayer. D'après ce que j'ai compris, ce sont les mêmes, Ataka et Ipetu, qui avaient accompagné le professeur Challenger lors de son voyage précédent. Ils avaient l'air terrifiés. Mais dans ce pays, le chef du village exerce un pouvoir patriarcal, et s'il juge que c'est une bonne affaire, les hommes de son clan ne peuvent que se soumettre. Ainsi, demain, nous disparaîtrons dans l'inconnu. Ce récit descendra le fleuve à bord d'un canoë, et il se pourrait bien que ce soit nos dernières paroles adressées à ceux qui s'intéressent à notre sort. Comme convenu, mon cher Mr. McArdle, je vous adresse cette histoire et vous laisse toute liberté pour supprimer, changer ou corriger des parties à votre guise. Si j'en crois l'air déterminé du professeur Challenger, et malgré le scepticisme du professeur Summerlee, je ne doute pas que notre chef saura tenir sa parole et que nous sommes à la veille d'une expérience hors du commun.